Est-ce que tu as vu une différence de mentalité au niveau de l'argent des Américains par rapport à la France ou pas du tout? Eux, ils pensent à en faire et nous, on pense à en sauver, sur eux. Tu saurais définir l'inflation ou pas? Eh les gars. Est-ce que vous croyez au système de retraite français? Mon opinion, c'est que je pense que les gens pourraient travailler un peu plus et faire des efforts. Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va interviewer les étudiants de l'ESSEC. Est-ce qu'ils sont de bons investisseurs? Est-ce qu'ils s'y connaissent en bourse et en investissement? On avait fait un précédent format à l'école HEC Paris et c'est un format qui vous avait beaucoup plu. Il y avait des bonnes réponses et parfois des moins bonnes. Donc aujourd'hui on se retrouve au campus de l'ESSEC et on va interviewer à la fois des élèves et des professeurs. Alors, est-ce que les étudiants de l'ESSEC seront meilleurs que ceux d'HEC Paris? Est-ce qu'ils se débrouillent vraiment mieux en finances personnelles ou est-ce qu'ils vont se faire surprendre par des questions basiques? Bref, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo et c'est parti pour le deuxième épisode du micro-trottoir des meilleures écoles de commerce en France. Hello à tous, est-ce que vous pouvez vous présenter, me dire qui vous êtes et c'est quoi le programme que vous faites à l'ESSEC? Enchanté, alors moi je m'appelle Mathieu, j'ai 19 ans et je suis en première année en Global BBA à l'ESSEC en track francophone. Moi du coup c'est Étienne Delaporte, je suis en première année de BBA à l'ESSEC. Et moi c'est Carla Jeunet, je suis en première année de BBA à l'ESSEC en English Track. Je m'appelle Naufel et je suis en master Data Science et Business Analytics du coup entre Centrale Supélec et l'ESSEC. Hello, je m'appelle Simon, je suis en deuxième année au BBA de l'ESSEC. Bonjour, je m'appelle Kim et je suis en Global BBA. Bonjour, je m'appelle Mano, Global BBA pareil en première année. Bonjour, moi c'est Kylian Libouban et aussi Global BBA en francophone. Lorenzi également Global BBA. Bonjour, je m'appelle Omar Mousganda et je suis en première année de Global BBA. Moi je m'appelle Solal Katan et pareil je suis en première année de BBA à l'ESSEC. Je suis Timothée Pommier, master en Data Science et Business Analytics, à moitié centrale, à moitié SEC. Bonjour, je m'appelle Yara, je suis une étudiante en master spécialisé droit international et management. Je suis actuellement juriste alternante à KPMG Avocat. Dans l'équipe taxe indirecte, je suis fiscaliste et espérons-le, l'année prochaine, je serai l'avocate au barreau du Liban. Alors, je suis Laurent Mac, je suis professeur associé de finance à l'ESSEC et donc je travaille principalement sur la finance des ménages. Ça veut dire comment est-ce que les gens, les ménages investissent leur argent, en particulier leurs actifs financiers. Et en termes de finances, est-ce que vous, à titre personnel, vous investissez ou faites déjà des choses ou c'est des choses que comme vous n'avez pas vu en cours, vous ne faites pas? Moi j'ai une assurance vie principalement, j'ai ouvert l'année dernière et puis je commence petit à petit mais pour l'instant c'est le principal investissement que j'ai. Tu sais ce qu'il y a dedans, c'est du fonds euro, unité de compte ou c'est pas trop? Il y a un peu de tout, les 50% fonds euros et le reste aux États-Unis, il me semble. Moi j'investis mais à ma propre échelle, mais après c'est pas un investissement où j'étudie un peu mais c'est plus général, donc sur des ETF, S&P 500 et un peu sur l'IA, tout ce qui est Alphabet, donc Google et un peu Nvidia aussi. Moi je suis pas trop branché dans ça, juste j'ai fait je me suis intéressé à ce que les jeunes ils faisaient à notre âge, par exemple du dropshipping, etc. J'essaie d'étudier et de lancer mes sites internet. Je suis jamais allé au bout, mais vraiment j'ai appris et je me suis intéressé un peu au milieu, quoi. Rien du tout, je considère qu'à 20 ans, l'investissement que je puisse faire, le meilleur que je puisse faire, c'est dans mes études et dans mes formations, donc c'est là-dedans que j'investis. Non, je ne me connais pas du tout et j'investis pas du tout. Non. Je pense qu'en ce moment, on se sent un peu obligé d'acheter des actions juste pour être contre l'inflation. Okay. Donc c'est pas un truc très que pour les gens qui sont intéressés, mais c'est pour tout le monde. Je commence à me renseigner un peu parce que du coup on vient d'avoir la majorité. Okay. Mais ouais, pour l'instant c'est encore assez vague et pas concret. Oui, ça justement, pareil, on vient tout juste d'avoir 18 ans. Du coup, là, on se renseigne un petit peu pour les actions, les plans épargne, etc. Parce que moi, personnellement, je ne m'y connais pas vraiment. Mais sûr qu'en se renseignant, je pense que ça peut être bien d'investir. Alors actuellement, je n'arrive pas trop à être immigrant, c'est vraiment difficile. Je sais qu'après, j'aimerais bien investir. On a des cours, en fait, on nous encourage soit d'ouvrir un PEA, soit d'investir dans d'autres types d'outils financiers, instruments financiers. J'épargne, je crois, à peu près 500-600 euros par mois sur Trade Republic, je mets en action, etc., sur des ETF. Et c'est quoi un ETF du coup? C'est un indice qui suit du coup un groupe d'actions, un truc comme ça. Bon, j'ai pas de définition exacte. Un ETF, il me semble que c'est un indicateur qui suit la performance d'une action. Ouais, un indicateur de performance, j'aurais dit aussi. Ouais, un ETF c'est un produit financier qui a la même courbe par exemple qu'un groupe de produits. Donc on a les ETF S&P 500 qui regroupent les 500 plus grandes entreprises américaines. On a les ETF MSCI World pour toucher un peu le monde. On a les ETF CAC 40, etc. Je connais le nom, mais sinon je pourrais pas te le décrire du tout, non. Un ETF, je dirais que c'est un regroupement de différentes entreprises type CAC 40, S&P, Nasdaq. Et par rapport en France, le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises
française. Ouais, c'est un panier d'actions. Et ça, tu l'as vu comment? Tu t'es renseigné par toi-même ou t'as vu ça en cours? Ouais, non, je me suis renseigné par moi-même. Ok. Et toi, tu savais déjà ce que c'était ou pas du tout? Non, moi je savais pas ce que c'était. Et c'est quoi ta strat en ETF? Est-ce que c'est un MSCI World, ETF S&P 500, tu fais d'autres choses? J'ai plus une stratégie par pays. Ok. Dans le sens là, par exemple, moi, mon truc le plus performant pour l'instant, c'est un indice indexé sur les entreprises coréennes. Et en deuxième, je crois que c'est l'Afrique. Et là, je suis à peu près 15% depuis 2-3 mois. Ok. C'est assez énorme. Et là, t'es plutôt PEA ou compte titre ou tu fais les deux? Non, compte titre. Je sais c'est quoi un ETF, je sais d'autres types d'investissements, je sais c'est quoi un OPCVM. Ouais. C'est quoi du coup un ETF et un OPCVM? C'est quoi la différence? Un OPCVM, c'est un outil de placement collectif à valeur mobilière. C'est des types d'obligations, si je n'ai pas tort. Je sais que un ETF, j'ai complètement oublié c'est quoi. Je sais qu'il y a différents types d'actions, d'obligations. Il y a des personnes qui investissent dans des contrats d'assurance vie, etc. Ouais, exact. ETF, c'est la bonne définition, c'est un produit sur lequel tu vas suivre un ensemble d'entreprises. Au PCVM, tu as des obligations, mais tu peux avoir d'autres choses. Ça va pas suivre un indice à la lettre. Petite parenthèse avant de continuer la vidéo. Oui, on parle d'investissement, mais il faut rappeler quelque chose de très important sur ce sujet. C'est qu'en France, on est les champions de l'épargne. On fait partie du pays en Europe qui met le plus de côté chaque mois. Et quand on parle de bourse et d'investissement, on est un peu les derniers de la classe sur ce sujet en Europe. Il y a beaucoup qui pensent que c'est compliqué ou que c'est réservé aux initiés ou qu'il faut commencer avec beaucoup d'argent, sauf qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Et ce qui manque pour la plupart des personnes, en réalité, c'est pas l'envie, c'est plutôt avoir une méthode claire et une méthode qui est adaptée à ce qu'ils ont besoin. Et du coup, si vous voulez vous lancer dans l'investissement, j'ai réalisé une formation 100% gratuite qui vous explique étape par étape comment faire pour investir en bourse en 2026. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, c'est 100% gratuit. Au niveau d'un plan d'investissement, c'est quoi votre vision sur est-ce qu'en France on est des bons élèves au niveau de l'investissement? Qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire? Votre vision à la fois en tant que professeur, entre les bonnes pratiques, mauvaises pratiques, et peut-être aussi votre connaissance terrain en ayant pu échanger avec d'autres professeurs ou en échangeant régulièrement avec des étudiants. Alors, je pense pas qu'on puisse dire qu'un pays entier est mauvais élève. D'abord, il peut y avoir en général des préférences différentes. Il peut aussi y avoir une offre de produits qui soit plus ou moins pléthorique. Donc là, on peut peut-être faire mieux sur la façon dont, par exemple, il y a de la concurrence sur l'offre de certains produits qui peut être plus élevée dans certains pays que dans d'autres. Là, sur ce sujet-là, il peut y avoir des pays dans lesquels l'offre est plus pléthorique, plus facile d'accès que la France. Okay. Ça peut faire une différence. Mais en termes de comportement, quand même, ce qui différencie les pays, ça va d'abord être des préférences pour le risque, pour la capacité à récupérer son argent rapidement. Toutes ces choses-là vont être différentes et il ne m'appartient pas de juger ce genre de préférences. Et en termes plutôt de données historiques, de manière assez générale, est-ce que vous avez une vision sur est-ce que c'est quoi le profil de risque, l'appétence au risque des Français? Est-ce qu'ils comprennent bien le risque et la prime de risque? Est-ce que vous avez un peu une vision sur ces données-là au niveau de la France? Alors, historiquement, la France est un des premiers pays dans lequel il y a eu de l'actionnariat populaire. On oublie un petit peu, mais en fait, avant la Première Guerre mondiale, il y avait quand même beaucoup de ménages qui possédaient des actions et même des actions en direct. À une époque où, en fait, les fonds n'existaient pas, il y avait déjà beaucoup d'épargnants relativement petits, des classes moyennes, donc souvent des classes moyennes supérieures quand même, mais très nombreuses, qui possédaient des actions de grandes entreprises. Il n'y a pas d'atavisme français contre les actions, je pense que ça, on peut pas le dire. La question, elle porte plutôt sur justement l'accès aux fonds, qui peut-être est peut-être pas aussi important qu'il pourrait l'être par rapport à d'autres pays, et l'accès et la constitution d'une épargne retraite qui, pour des raisons qu'on peut juger bonnes ou mauvaises, est moins prévalent que dans d'autres pays européens. Et est-ce que sur des sujets un peu plus liés à l'investissement, tu as quelques notions? Est-ce que tu saurais définir l'inflation ou pas? C'est un cours de macroéconomie en fait, j'ai compris. Non, l'inflation en vrai, c'est une hausse généralisée des prix dans la société sans que les revenus entre guillemets du peuple augmente à côté, mais on est un peu plus ou moins constamment dedans. Je pense que l'inflation, c'est l'augmentation des prix par rapport à différents facteurs, j'imagine, de politique, sociale, ressources, je pense. Exact, ouais, c'est ça. Est-ce qu'un particulier qui souhaite investir, il y aurait des ratios financiers ou par exemple ratio de Sharpe ou d'autres choses comme ça qu'un particulier devrait regarder quand il souhaite investir pour avoir un peu sa checklist et regarder ça, c'est pertinent. Est-ce que pour vous, vous avez un ensemble de critères pertinents pour des investisseurs particuliers qui souhaitent investir? Déjà, il faut vérifier quel est l'indice qui est suivi. Ça, c'est quand même important. Est-ce que c'est un indice que vous connaissez? Est-ce que c'est un indice qui correspond à une zone suffisamment large? C'est plus important que
la composition individuelle. Ça ne va pas forcément être utile de regarder quelle a été la performance de cet indice les 5 dernières années. Alors ça, vraiment, on sait très bien que c'est très très volatile et qu'en réalité, il faudrait avoir des dizaines et des dizaines d'années de performance pour que ça puisse vous donner une indication assez précise de combien ça va rapporter dans les années suivantes. Donc ça, clairement, il faut se méfier de la performance passée. Par contre, il y a des choses qui ne bougent pas et qui sont déduites de la performance de manière systématique, c'est les frais de gestion. Ça, que ça marche bien ou que ça marche pas bien, les frais de gestion sont relativement constants et donc vous n'avez pas besoin d'un historique très très élevé pour comprendre combien on va vous prendre chaque année quoi qu'il arrive. Donc évidemment, de ce point de vue, les frais de gestion sont un indice très important à prendre en compte. Qu'est-ce que vous pensez du système de retraite actuel avec du coup les actifs qui cotisent pour les retraités? Est-ce que vous pensez que c'est un système qui va tenir ou c'est un système sur lequel vous n'avez aucune conviction? J'ai pas trop d'idées précises dessus, mais pour l'instant, en vrai, c'est un système qui paraît plutôt juste. Ça paraît normal, les gens qui sont à la retraite maintenant, ils ont cotisé avant. Donc, Ouais, j'ai envie de dire pour l'instant, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce système. Maintenant, pour l'instant, ça marche, mais peut-être que oui, dans le temps, finalement, il y aura des déséquilibres qui vont se créer et que ce ne sera pas stable dans le temps. Pour moi, si le système français de manière générale reste comme ça, le système des retraites il va pas généralement changer. Après, s'il y a des gros changements, mais je vois pas comment à court ou moyen terme ça peut être le cas, je vois pas comment le système des retraites va changer. Mais le fait que les jeunes travaillent, cotisent pour faire vivre les personnes, les seniors en France, ça semble plutôt logique. Après, à voir dans quelle proportion ça impacte ceux qui travaillent rigoureusement actuellement. Le problème, c'est que c'est un système qui a été fait après la Deuxième Guerre mondiale, donc les quotas n'étaient pas pareils, étant donné que l'espérance de vie c'était 65 ans à ce moment-là, et donc les gens qui partaient à la retraite c'était 65 ans aussi, donc en fait les gens c'était une sorte de petit bonus de départ quoi. Maintenant, c'est l'espérance, c'est quoi? C'est 85 ans à peu près, 80 ans? Ouais, dans les 80. On va dire ça fait 15 ans, et donc il y a beaucoup plus de retraités pour beaucoup moins de travailleurs, donc forcément c'est un système qui ne se tient pas. Donc soit ça va changer, mais le problème c'est que les électeurs en France, c'est une grosse majorité de personnes âgées, on va dire. Donc c'est pas simple de faire bouger les choses, que dire à quelqu'un qu'on va lui baisser ses cotises, c'est un peu chiant. Mais donc je pense qu'il faut mettre de l'argent de son côté et prévoir un petit peu son futur de manière indépendante. Est-ce que vous croyez au système de retraite français ou pour vous c'est un gros scam? Non, pareil. En plus, on en a parlé au séminaire qu'on avait juste avant. Et ça a été un bon système quand même pendant un très bon moment. Mais je pense qu'on arrive à la fin de ce système. Il faudra forcément trouver un autre moyen, parce qu'on le voit, on n'arrive plus du tout à gérer. On doit à chaque fois revoir les âges, etc. Et bon, si on veut quand même que les futurs retraités aient une retraite, puissent vivre au moins, faudrait quand même changer ce système. Moi personnellement, en vrai, je vais pas trop mentir, pour l'instant je ne m'intéresse pas trop à la retraite. Je sais que c'est dans un long moment, mais ouais, je pense que le niveau de cotisation, le système actuel, il va pas pouvoir durer longtemps. Mais pour l'instant, c'est pas un sujet dont je me soucie trop personnellement. J'ai pas encore touché de salaire, donc tout ce qui est cotisation, ça m'intéresse pas trop pour l'instant, je me renseignerai plus tard. Moi pareil, je m'intéresse pas trop, mais mon opinion c'est que je pense que l'âge de la retraite est un peu trop tôt et que les gens pourraient travailler un peu plus et faire des efforts. Ouais, je pense que le système par répartition, en tout cas en France, c'est pas ce qui marche le mieux. Dans les autres pays, il y a des retraites par capitalisation, ce qui est beaucoup plus sûr, et même ça évite de relâcher tout sur les jeunes. Je crois que j'avais vu une stat, je sais plus si c'était aux US, que les retraités ou en France gagnaient plus que les jeunes actifs grâce à leur retraite. Bon, je pense que le système est mal fait. Est-ce que tu penses qu'on aura une retraite dans 20-30 ans si tu fais ta carrière en France, ou tu y crois pas trop, ou tu es assez neutre sur le sujet? Je dirais plutôt neutre. Mais je pense qu'on aura une carrière quand même, je pense que notre côté social est très développé, on va forcer pour le garder, peut-être une réduction ou augmentation des âges, réduction du niveau de retraite, mais je pense qu'en France on va bien le garder. Et par curiosité, ça se passe comment le système des retraites à Taïwan? Est-ce que c'est un système où chacun gère sa propre retraite? Est-ce que c'est l'État qui gère la retraite de la population? Ça se passe comment? Il y a l'État qui gère, mais je crois pour combattre contre l'inflation, c'est important quand même que chacun gère un peu dans le côté. Qu'est-ce qui se passe au Liban? Est-ce que c'est un système de retraite qui tient? Après la crise, maintenant on n'a plus de système, on va dire ça de cette manière. Normalement, ça ressemblait un peu, ça ressemble pas vraiment à la France. La France, vous cotisez beaucoup en fait. Ouais. Et après avant c'était 62, maintenant 64 ans, vous avez retraite. Au Liban, c'était à peu près la même chose, mais on ne cotise pas tous collectivement. Chaque personne cotise individuellement à sa retraite.
et c'était très proportionnel et il y a plusieurs règles en fait pour pouvoir les... Tu parles avec une juriste, mais oui, maintenant ça n'existe vraiment plus malheureusement. Et comme tu m'as dit, tu avais étudié à Austin au Texas. Est-ce que tu as vu une différence de mentalité au niveau de l'argent des Américains par rapport à la France ou pas du tout? Ouais, on dit souvent que les Américains ils pensent beaucoup plus à l'argent que nous, mais en vrai je pense qu'on pense au même niveau, au même level à l'argent. Sauf qu'eux, ils pensent à en faire et nous, on pense à en sauver sur eux. C'est ça la grande différence, de mon point de vue. Ouais. Et c'est quoi votre vision au niveau du système des retraites français? Actuellement, on a un système de retraite par répartition. On entend beaucoup plus sur des médias ou des personnes dire que le système a du mal. Est-ce qu'une alternative avec un système de retraite par capitalisation, comme ce qu'on peut avoir en Suisse ou aux États-Unis, c'est une vraie alternative ou c'est pas compatible dans le système de retraite avec le cas français? Alors je pense que les différences, entre guillemets, en termes d'exposition au risque de vieillissement, elles sont pas si énormes que ça. Elles peuvent exister, mais elles ne sont pas si énormes que ça, principalement parce que voilà, le vieillissement, il a un effet effectivement sur le nombre de travailleurs qui peuvent payer votre retraite par répartition, mais il a aussi un effet sur le nombre de travailleurs qui peuvent faire en sorte que le capital ait un rendement élevé. Donc, et c'est peut-être en partie pour ça que les taux d'intérêt ont largement baissé. Donc ça, il peut y avoir des différences, elles ne sont pas forcément énormes. Là où il y a si on faisait cette transition, elle serait quand même déjà assez coûteuse parce qu'il faudrait à la fois payer les promesses qu'on a faites à ceux qui avaient cotisé par le passé et faire en sorte que ceux qui cotisent aujourd'hui bénéficient justement de cette capitalisation en accumulant un peu pour eux-mêmes. Avoir les deux en même temps, c'est compliqué. Et puis par ailleurs, si on fait de la capitalisation, il faut se demander comment, qui est une question à laquelle peu de personnes répondent. Est-ce qu'on privilégie l'investissement dans l'économie française au détriment des rendements, ou est-ce qu'au contraire, on privilégie un investissement très diversifié, comme peuvent le faire par exemple les Suédois ou les Norvégiens, mais clairement dans ce cas-là, pas du tout au bénéfice de l'économie suédoise, de la production suédoise. Donc cette vidéo arrive à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. On a interviewé les élèves de l'ESSEC pour voir à quel point ils s'y connaissaient en question de finances personnelles. On a aussi pu interviewer un professeur de l'ESSEC, Laurent Batch, merci à lui. Donc si les sujets de l'investissement et de la bourse vous intéressent, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Et si vous voulez voir ce format avec d'autres écoles, n'hésitez pas à nous les mentionner en commentaire. Et aussi si ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, j'ai réalisé une formation 100% gratuite dans laquelle je vous explique étape par étape comment faire pour investir en bourse en 2026. Donc le lien est dans la description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.